Bonjour à tous. Donc déjà, merci à Allogrammie de m'avoir invité à présenter mes travaux. Donc, je vais faire une présentation sur un projet qui est en cours et qui concerne les géniteurs de saumon de la Sélune. Alors, hop. Donc en fait, c'est une phase qui est relativement méconnue par rapport à d'autres stades et notamment c'est lié au fait qu'on a accès à ces individus assez haut dans le bassin versant. C'est assez rare qu'on ait un accès dès l'entrée dans la rivière et donc ça fait qu'on a quand même encore pas mal de zones d'ombre pour un stade qui a pas mal de défis à relever jusqu'à la reproduction. Alors, c'est un stade qui, on le sait, il y a pas mal d'études qui le montrent quand même que il y a pas mal de menaces liées au changement climatique, liées à la thermie notamment, qui peut induire des mortalités, des retards. Donc ça, on en a déjà parlé mardi avec la présentation de Quentin sur l'Allier. Des poissons qui peuvent être amaigris à cause des températures trop élevées, attraper des maladies, et les températures aussi peuvent altérer la qualité des gamètes et donc le potentiel des géniteurs à produire des descendants. Donc en fait, sur ce stade, on a aussi assez peu d'infos sur les exigences thermiques. Alors on peut se situer pour essayer de les définir, ces exigences thermiques, on peut se situer dans le cadre de la théorie de Frey qui dit que les poissons sont des ectothermes et donc la température de leur corps va déterminer leur activité métabolique. Donc l'activité métabolique au repos, c'est-à-dire quand le poisson ne fait vraiment strictement rien, à part assurer les fonctions les plus essentielles, eh bien, cette activité métabolique, elle va augmenter avec la température jusqu'à une valeur maximale qui définit la température maximale et à partir de laquelle l'individu va mourir si la température ne redescend pas. Alors, il peut aussi avoir des activités en consommant davantage d'énergie. Il peut le faire jusqu'à une certaine limite qui est la température TMA, la température maximale en activité, qui va augmenter jusqu'à un certain niveau et ça va plafonner. Et à partir d'une température critique, il n'aura plus d'énergie pour assurer d'autres fonctions que ces fonctions vraiment les plus basiques. Donc, tout ce qui est déplacement, activité reproductrice, etc., ça devient impossible au-delà de cette température. Et puis, on considère que la température, elle est optimale quand la différence entre l'énergie nécessaire aux activités vraiment de base et l'énergie pour les activités, elle est maximale ici. Donc, chez le saumon, on considère que la température optimale est située entre 14 et 20 degrés. Donc, pour les géniteurs, alors ça change au cours du stade de la vie aussi. Et puis voilà, donc la température critique est de 24 degrés. Donc, c'est des valeurs qui sont estimées. Il y a assez peu de données empiriques sur notre espèce. Donc, il y a une synthèse qui a été faite par une Canadienne que je vous invite à consulter si vous voulez plus d'informations. Voilà, c'est assez mal documenté et aussi il y a quelque chose qui est assez important, c'est que ça dépend beaucoup des populations. Voilà, il y a des adaptations locales qui font que la capacité des poissons, des saumons à faire face à la température est pas la même selon les populations. Alors, dans le cadre du travail que je vous présente, je m'intéresse à la problématique de la thermie dans le bassin versant de la Sélune. Alors, je vais juste présenter quelques éléments de contexte sur ce bassin versant que certains ne connaissent peut-être pas. C'est un bassin versant qui se jette dans la baie du Mont-Saint-Michel, qui est utilisé par un nombre assez important de poissons migrateurs, hein, pas que le saumon, et qui présente la particularité d'être bloqué au bout d'une vingtaine de kilomètres par un barrage. Hop, ce barrage-là. Il était aussi bloqué par un deuxième barrage qui a été détruit il y a 2 ans. Et donc, le dernier barrage va être arasé dans l'année qui suit, là, à partir du printemps, et donc qui va rouvrir tout l'amont du bassin versant à l'espèce. Donc, il y a une problématique de continuité écologique. Donc, ça, c'est une partie qui m'intéresse. Mais là, moi, je vous parle vraiment aujourd'hui de l'aspect température. Alors,
Dans la C-Lune, on a observé les températures estivales, parce que c'est vraiment pendant l'été qu'on se pose des questions sur la température. J'ai présenté ici les températures de juin, juillet, août, entre 2014 et 2019. Et ce que ces graphes montrent, c'est que tout d'abord, on a une certaine variabilité de la température selon les années, et que certaines années, on a des températures qui dépassent très largement les 20 degrés, donc qui sont vraiment au-delà de l'optimum thermique connu des saumons. Donc si on zoome sur une année en particulier, donc l'année 2019 qui était vraiment très très chaude, donc ça c'est des enregistrements effectués dans le milieu de la partie accessible de la rivière. On s'aperçoit que pendant plus d'un mois et presque un mois et demi, les températures ne redescendent quasiment pas en dessous des 20 degrés. Elles flirtent, elles dépassent même parfois la température critique, donc les 24 degrés. Donc dans ce contexte et dans le contexte de changement climatique, on se pose la question de l'avenir du saumon face à des eaux qui vont être de plus en plus chaudes. Et donc on essaye de comprendre. Alors il y a toute une problématique, alors il y a plein de questions, là j'en ai listé quelques-unes. Et on essaye de comprendre, déjà savoir si les poissons sont effectivement exposés aux températures que je viens de présenter au-dessus. Est-ce qu'ils sont capables d'utiliser des refuges thermiques, s'il y en a? Comment la température influence le comportement, et est-ce qu'on a des mortalités qui peuvent être induites par les températures qui sont trop élevées, et où est-ce que se situent ces zones de mortalité? Donc ça, c'est parmi les questions qu'on se pose. Alors, pour aborder cette problématique, j'utilise une approche classique, la télémétrie, donc je ne vais pas la représenter, et puis une approche qui se développe de plus en plus, qui est le biologging. Alors le biologging, ça consiste à utiliser des appareils miniaturisés, des capteurs miniaturisés qui sont embarqués sur des animaux et qui enregistrent ou transmettent des données sur leur mouvement, leur comportement, leur physiologie ou leur environnement. Ça, c'est vraiment de plus en plus utilisé dans le cadre d'études qui visent à évaluer l'effet du changement climatique sur les organismes. Alors, ce qui est assez pratique, c'est qu'il y a des fournisseurs de matériel de radiotélémétrie qui ont équipé leurs émetteurs. Donc ça, si vous reconnaissez un émetteur de radio classique, ils les ont équipés de capteurs. Donc moi, j'utilise des émetteurs qui ont des capteurs de température, de profondeur, et des accéléromètres. Donc les accéléromètres, ça va permettre de quantifier l'activité de déplacement, de mouvement des poissons. Ce qui est intéressant, c'est que ces capteurs, ils peuvent transmettre l'information grâce à un signal codé sur l'état du poisson, donc sa température à l'instant donné, la profondeur et son comportement. Et ça le stocke aussi sur une mémoire. Donc cette approche, ça implique de récupérer les émetteurs à la fin de l'expérimentation. Donc ça, c'est une partie qui peut être assez limitante. Et la C-Lune, c'est un bassin versant qui est assez pratique parce que c'est un petit bassin versant dans lequel on a des eaux assez peu profondes et on arrive à récupérer les émetteurs. Alors dans des systèmes plus grands, ça peut être plus complexe. Alors, je vais passer rapidement sur la méthode de capture qui se fait en estuaire. Donc, on capture avec un carrelet les saumons. Et puis, voilà, on a des étapes qui sont assez classiques en télémétrie, du marquage. On utilise des récepteurs qui sont fixes le long de la rivière, du matériel de tracking mobile. Et puis voilà, comme je le disais, une partie importante, c'est la récupération des loggers. On pourra y revenir si vous voulez à la fin. Alors, un petit bilan de cette étude. Donc, cette étude, elle a commencé en 2019 avec les premiers balbutiements. Et puis, elle s'est poursuivie en 2020-2021 et la vocation à se poursuivre après, au moins 2 ans après l'arasement du barrage. On a réussi à marquer une trentaine d'individus tous les ans, alors entre juin et juillet, et donc c'est essentiellement des castillons. On n'a pas réussi, même si on a fait des tentatives dès le mois d'avril-mai,
c'est plus difficile de capturer des saumons de printemps. Alors, quelques résultats concernant 2019 et 2020, donc 2021 est encore en cours. Alors, on a une mortalité apparente, alors on pourra revenir sur cette notion de mortalité apparente qui inclut de la mortalité réelle et puis aussi des aspects méthodologiques, mais elle est assez forte les 2 années, particulièrement en 2019. On a aussi une mortalité à la pêche à la ligne qui atteint les 10 donc ça fait quand même environ 3 individus par an. Et finalement, on a une survie jusqu'à la période de reproduction qui est très variable sur ces 2 années. Alors évidemment, c'est que 2 années, mais voilà, on a juste un peu plus d'une vingtaine de pourcents en 2019 et à peu près 60 des poissons en 2020 qui ont réussi à atteindre le la période de reproduction. Voilà. Et puis voilà, on améliore notre capacité à récupérer les biologueurs avec des approches voilà, qu'on développe. Alors, qu'est-ce que produisent qu'est-ce que produit ce protocole? Ben, c'est des données de position des poissons, ça c'est assez classique. Donc on a le site de marquage ici, et puis les positions pendant toute la période estivale. Et puis on a, quand on récupère les émetteurs, on a les données de profondeur, de température et d'accélération. Alors on a des petits soucis avec le fabricant pour bien régler la sensibilité de l'accélération, mais on peut quand même voir, par exemple ici, une activité plus importante qui correspond à la période de reproduction. On peut aussi voir ici un pic d'activité qui correspond au franchissement d'un seuil. Donc ça peut être assez intéressant pour caractériser le niveau d'énergie nécessaire pour franchir des obstacles. Et puis ici, on voit que alors ça se voit pas, ça se voit également avec l'accéléromètre, mais on peut déterminer la période de mortalité assez précise de l'individu, parce que quand le poisson est mort, l'émetteur ne fait plus du tout de mouvements verticaux dans la colonne d'eau. Voilà. Alors, voici les températures corporelles qu'on a relevées sur les individus. Alors, j'ai présenté les données de 2019, et donc on s'aperçoit de 2 choses, que globalement, tous les individus, alors là, j'en ai mis que 5, mais suivent à peu près le même patron, avec quand même des différences individuelles qui sont liées tout simplement à la position des poissons dans le bassin versant. Donc, par exemple, ici, alors mon pointeur est lent, ça marche pas, tant pis. On pourrait revenir après. Alors, voilà, c'est une diapositive qui est un peu lourde. Et donc là, j'ai mis les températures en noir, les températures mesurées au Pont-de-Signy et dans la rivière. Et on voit que globalement, les poissons sont assez proches de la température de la rivière, avec évidemment quelques écarts. Donc ça, c'est justement cette notion de refuge thermique qu'on va essayer de creuser à l'avenir. Mais pour cela, il nous manque des données fines de thermie. Donc ça, j'y reviendrai en conclusion. Voilà aussi quelques éléments sur le comportement de migration des poissons. On a dès le marquage une migration qui est assez rapide, d'une dizaine de kilomètres vers l'amont, et puis on a un arrêt estival qui est très marqué, pendant lequel les poissons ne bougent pas et ils reprennent la phase de la migration que à l'automne avec l'arrivée des coups d'eau avant la reproduction. On peut aussi constater sur ce graphe, j'ai représenté ici le barrage de la Roche-qui-Boit, qu'il y a certains poissons déjà qui se heurtent au barrage. Alors là, j'ai rajouté les données de température. Donc en fait, c'est juste pour montrer que pendant la période estivale, où les températures, donc là, ici, c'est le seuil des 20 degrés sur cette limite rouge. Quand la température dépasse les 20 degrés, les poissons sont inactifs. Alors ici, on voit que la température est proche de 20 degrés, ce qui ne les empêche pas de migrer. Mais c'est une migration qui est assez courte, hein, finalement, comparée à ce qui se passe sur l'axe loire-allier. Alors, sur le graphe précédent, j'ai pas représenté certains poissons qui ont un comportement original. Alors, je le présente juste, c'est un peu anecdotique, c'est un peu en marge de la problématique de la thermie. On a des poissons qui passent tout l'été sur la Sélune ici, qu'on a marqué en aval ici, qui passent l'été juste en aval de Ducé. Et puis, juste au moment de la reproduction, alors
d'un seul coup, ils se mettent à partir, ils dévalent et ils rentrent sur les affluents. Donc ici, c'est la C, et ça arrive aussi qu'il y en ait qui rentrent sur le Couesnon un peu plus loin. Donc ça, c'est un comportement qui était encore assez peu décrit sur ce système. Alors, quelques conclusions pour l'instant sur cette étude. Alors, les poissons peuvent effectivement être exposés à des températures très élevées qui vont jusqu'à 24 degrés, et ce qui peut induire, alors on suppose que c'est la principale cause de mortalité, donc il faut qu'on fasse plus d'investigations pour l'attester plus précisément, que la mortalité estivale peut être vraiment très forte. Et elle reste cependant difficile à quantifier, notamment pour des raisons méthodologiques. Et ça, justement, le biologuing va nous permettre d'améliorer les connaissances à ce sujet. Et globalement, on a besoin de mieux caractériser la thermie et la physiologie des poissons. En fait, la, la température dans la rivière, elle est très hétérogène, en fait, et c'est assez compliqué d'appréhender cette hétérogénéité spatialement et temporellement. Spatialement à l'échelle longitudinale et dans la colonne d'eau également. Alors, il y a une présentation qui va suivre qui présente un outil assez intéressant qui est la cartographie thermique. Donc là, c'est un collègue à moi qui a fait cette carte sur un morceau de la cellule où on peut voir qu'on a une hétérogénéité de la température. Donc en bleu, c'est les températures plus fraîche, et en vert rouge, c'est plus chaud. Donc il y a une hétérogénéité. Donc ça, c'est intéressant pour essayer d'identifier les zones où les poissons vont se réfugier. Donc nous, on a des données de télémétrie, mais en face, on n'a pas forcément encore les données de température pour expliquer ces choix d'habitat. Et puis il y a aussi possibilité d'installer des enregistreurs de température dans la rivière. Donc ça, c'est aussi une approche qu'on veut faire, mais ça implique un déploiement, c'est assez coûteux, logistiquement parfois assez complexe aussi de les installer dans la rivière. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Ok, Oui, tu as donc encore 2 minutes. ok, super. Ça, c'est aussi des applications du biologuing qu'on aimerait mettre en place. Alors, il existe des capteurs qui permettent de mesurer la fréquence cardiaque des poissons. Et là, nous, ça nous intéresserait parce que ça permettrait vraiment de caractériser l'état physiologique du poisson et caractériser son stress. Donc ça, c'est quelque chose qu'on envisage de faire. On va peut-être faire des essais l'année prochaine. Donc ça, c'était un premier point. Et il y a aussi d'autres possibilités pour évaluer le niveau de stress sur les poissons, c'est d'utiliser des indicateurs qu'on peut récolter sur par des biopsies, et de façon parfois non invasive, qui nous permettrait d'essayer de comparer des niveaux de stress des poissons, les années chaudes et les années froides, par exemple, en comparant leur état sanitaire à l'entrée du bassin et quand on les recapture par pêche électrique au moment de la reproduction. Voilà, je vous remercie de votre attention.